mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h40 sur Studio Kalita, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne et des médias, des sites d'information. Et le titre principal que l'on retrouve ce matin à la une des sites d'information et même de certains quotidiens qui ont pu boucler après avoir appris la nouvelle. Saad El-Hariri est rentré durant la nuit au Liban, 2 semaines et demie après avoir quitté son pays précipitamment pour Riyad en Arabie Saoudite, où il avait annoncé le 4 novembre dernier sa démission du poste de Premier ministre. Je vous rappelle qu'El-Hariri avait alors accusé l'Iran et le Hezbollah de vouloir créer un État dans l'État libanais. Par la suite, des informations avaient laissé sous-entendre ou entendre que El-Hariri était détenu à Riyad contre son gré par les Saoudiens. Des informations qu'il a lui-même catégoriquement démenties, affirmant qu'il était totalement libre d'aller où il le voulait. L'annonce de la démission d'El-Hariri avait plongé le Liban dans une période d'instabilité. Par la suite, la France, en la personne du président Emmanuel Macron, s'est directement impliquée dans la crise provoquée par la démission d'El-Hariri. Et peu après avoir rencontré les dirigeants saoudiens, Macron avait obtenu qu'El-Hariri puisse se rendre à Paris. Et effectivement, au cours des derniers jours, le Premier ministre démissionnaire était donc dans la capitale française. Sur la route de Beyrouth, El-Hariri a fait escale au Caire, où il a rencontré hier soir le président Assisi, et sur l'île de Chypre, où il s'est également entretenu avec le chef de l'État chypriote. Mais désormais, la question sera de savoir si El-Hariri maintient sa démission. Il n'a pas écarté ces derniers jours l'éventualité de revenir sur sa démarche, affirmant qu'il avait voulu créer une sorte d'électrochoc au sein de la population libanaise. Et la seconde question que se pose ce matin les observateurs israéliens dans la presse ou dans les sites d'information essentiellement, est de savoir comment se comportera-t-il face au Hezbollah. Il faut noter qu'en arrivant dans la nuit à Beyrouth, El-Hariri s'est dirigé immédiatement vers le cimetière où repose son père, assassiné en 2005 par le Hezbollah. Certains pourront y voir là un geste ou un signe quant aux intentions du chef du gouvernement libanais démissionnaire. Ceci étant, le général Youssef Aoun, chef d'état-major de l'armée libanaise, a exhorté hier ses troupes à se préparer à une guerre contre l'État d'Israël. Il a fait cette déclaration à l'occasion du 74e anniversaire de l'indépendance du Liban qui tombe aujourd'hui. Le Haaretz mentionne en évidence ce matin que le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus hier soir pendant une demi-heure au téléphone. Il a surtout été de question durant cette conversation de la présence grandissante de l'Iran en Syrie, qui on le sait préoccupe grandement les dirigeants israéliens. Cette conversation s'est produite quelques heures après que Poutine ait reçu à Sochi le président syrien Bachar el-Assad. Au cours de cet entretien entre le président russe et Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien a rappelé qu'Israël s'opposait à toute implantation iranienne sur le sol syrien, plus forte raison dans le sud de la Syrie, à proximité de la frontière israélo-syrienne, sur le plateau du Golan. À l'issue de sa rencontre avec Assad, Vladimir Poutine avait affirmé que l'activité militaire en Syrie touchait à sa fin et qu'il était temps de passer des opérations militaires à une activité plus politique. Assad a précisé que son armée contrôlait aujourd'hui 90% du territoire syrien, et ce grâce au soutien de la Syrie, mais aussi de l'Iran et du Hezbollah chiite. Il faut rappeler que cette visite d'Assad en Russie est l'une des seules sorties du président syrien à l'étranger depuis le début de la guerre civile dans son pays il y a plus de 5 ans. Le Israël Hayom publie ce matin en manchette de son édition papier les résultats d'une enquête qu'il a réalisée et qui révèle que 60% des Arabes israéliens se disent fiers d'être israéliens. 82% de ces Arabes israéliens refuseraient d'aller vivre dans un État palestinien si celui-ci était créé. La majorité des Arabes israéliens interrogés ont affirmé qu'ils avaient des amis juifs et que les députés arabes israéliens ne les représentaient pas. C'est une information intéressante. L'intégralité de cette enquête sera publiée dans l'édition du vendredi du Israël Hayom. Le Israël Hayom qui continue à suivre également l'affaire du porte-parole de Shovrim Shtika, Din Issacharov, qui a été reconnu coupable par le parquet israélien d'avoir menti lorsqu'il avait prétendu avoir frappé un Palestinien durant son service militaire à Hebron. Face aux affirmations de l'ONG selon lesquelles le parquet n'a pas interrogé le Palestinien qui a été frappé par Issacharov, eh bien le parquet affirme hier que le Palestinien qui prétend avoir été frappé par un soldat israélien n'a rien à voir avec le cas d'Issacharov. Cependant, à en croire la première page du Haaretz, l'un des juristes du parquet a affirmé hier que le dossier du porte-parole pourrait être rouvert s'il s'avérait qu'il y avait d'autres éléments à y rajouter.
Mais concernant le témoignage du Palestinien avancé par Shovrim Shtika, eh bien, il s'agirait d'une affaire qui n'est pas effectivement liée à Din Issacharov. En marge de ces développements, on a écarté hier à Jérusalem l'éventualité de limoger l'actuel ambassadeur d'Israël en Allemagne, Jérémy Issacharov, qui n'est autre que le père du porte-parole de Shovrim Shtika. Ce dernier a fait une entrave à la traditionnelle réserve diplomatique et il a lancé un appel en direction des ministres du gouvernement Netanyahou leur demandant de cesser leur incitation contre lui. Le site Ynet, suivi par le Times of Israel en français, qui est, il faut l'avouer, extrêmement bien fourni et très réactif, annonce ce matin la décision des Palestiniens de geler leur rencontre et leur contact avec les Américains motive l'intention de l'administration Trump, on le sait, de fermer la représentation diplomatique palestinienne à Washington si les Palestiniens ne revenaient pas à la table des négociations. Cependant, souligne le Times of Israel, au même moment où le chef de la diplomatie évoquait ce gel, de la diplomatie palestinienne évoquait ce gel, et bien Mahmoud Abbas, qui se trouvait à Madrid, utilisait un ton nettement plus conciliant, soulignant les efforts continus des Américains pour parvenir à un règlement. Il faut rappeler que les Palestiniens avaient imputé cette décision américaine de fermer leur représentation à Washington à des pressions provenant de Binyamin Netanyahou. La Knesset a commémoré hier le 40e anniversaire de la visite historique d'Anwar el-Sadat en Israël et les journaux se font l'écho de l'intervention du Premier ministre Binyamin Netanyahou à cette occasion. M. Netanyahou qui a affirmé ne pas avoir encore rencontré le Sadat palestinien. Il y a 40 ans, Sadat venait à Jérusalem pour lancer le processus de paix. Aujourd'hui, nos voisins palestiniens nous refusent encore le droit à l'existence. Je n'ai pas encore rencontré le leader palestinien qui acceptera de reconnaître l'État d'Israël en tant qu'État juif, quelles que soient ses frontières, et de reconnaître également notre droit à la paix et à la sécurité, a déclaré M. Netanyahou. De son côté, l'ambassadeur d'Égypte en Israël, Hazen Kairat, a appelé toujours à la Knesset hier les Israéliens à saisir la véritable opportunité de paix qui se présente actuellement et à normaliser leurs relations avec les pays arabes modérés. Il a affirmé que le président égyptien Assisi avait reconnu l'accord de paix avec l'État d'Israël et qu'il agissait toujours dans ce sens. Et puisque nous parlons d'anniversaire, le site Ynet annonce ce matin que le Parlement argentin a voté une loi fixant au 17 mars de chaque année le jour de commémoration désormais annuel donc de l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, un attentat qui avait coûté la vie à l'époque en 1992 à 29 personnes, un attentat au cours duquel 220 autres personnes avaient été blessées. Cette décision est le résultat d'une campagne remarquablement bien menée, d'abord sur le plan municipal, puis sur le plan national en Argentine par l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, sous la direction de l'ambassadeur Ilan Stulman. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Avi Pazner qui nous parlera de son nouveau livre qui est sorti cette semaine en hébreu, Haïti be Paris vegam be Roma. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.